Je vais aborder aujourd'hui avec vous, chers téléspectateurs, un sujet qui peut paraître bien lointain ou un peu insolite, puisqu'il s'agit de l'Assemblée des notables de 1787. Pourquoi ce sujet? Parce que je crois que cet épisode renvoie à beaucoup d'égards à une situation qui nous est familière aujourd'hui, un État endetté jusqu'au cou, un pouvoir politique pour le moins inconsistant, une caste dominante parfaitement aveugle quant à la réalité de la situation et des menaces qui pèsent sur l'avenir. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, la France de l'Ancien Régime, la France de Louis XVI, se retrouve en 1786 confrontée à un déficit considérable des finances royales, déficit d'environ 100 millions de livres. Déjà, certains ont voulu s'attaquer à ce problème. On se souvient de la tentative de Turgot entre 1774 et 1776, qui a voulu engager tout un train de réformes, mais qui a été ensuite désavoué et disgracié par le roi. A succédé à Turgot Necker, comme l'on sait, directeur général des finances, Necker, qui va diriger les affaires jusqu'en 1781, mais qui va surtout se contenter d'expédients, qui va surtout beaucoup emprunter. On se souvient comment son compte-rendu au roi a été critiqué sur le mode ironique par ses opposants, qui le désignaient sous le titre de Comte bleu de Necker, du fait de la couleur bleue de la couverture de l'ouvrage en question. Donc une situation financière très mauvaise. Ce n'est pas nouveau. On le sait, en cette fin d'Ancien Régime, la France est un pays riche, à beaucoup d'égards la première puissance d'Europe par sa population, son extension territoriale, sa force militaire, même si elle est en compétition avec l'adversaire anglais, mais elle lui a tenu tête victorieusement pendant la guerre d'indépendance américaine. Et cette France puissante, cette France riche de ses hommes, de ses potentialités économiques, notamment agricoles, eh bien, elle a à sa tête un État qui est un État pauvre, du fait d'un système fiscal qui peut paraître a posteriori assez aberrant, puisque l'accumulation des traditions a fait que les privilégiés, ceux qui bénéficient d'une loi particulière en ce domaine, eh bien, et qui sont généralement les plus fortunés, les plus riches, sont de fait dispensés de l'impôt. D'où une situation financière plus que critique, avec en plus une opposition parlementaire qui s'oppose aux tentatives réformatrice des souverains successifs, Louis XV et Louis XVI. Alors, en 1783, le roi a fait appel à Charles-Alexandre de Calonne, qui est devenu contrôleur général des finances, et qui lui aussi va continuer à emprunter au cours des années suivantes. En 3 ans, il a emprunté plus de 600 millions de livres, et finalement, confronté à une situation inextricable, en août 1786, il présente un mémoire au roi titré « Précis d'un plan d'amélioration des finances ». Et que dit Calonne au souverain? Il faut revivifier l'État entier par la refonte de tout ce qu'il y a de vicieux dans sa constitution. Il dénonce l'incohérence des diverses parties du corps de la monarchie et déplore que la classe la plus riche fut la moins contribuante. Il appelle donc de ses vœux une réforme institutionnelle profonde, passant par la suppression des douanes intérieures, la liberté du commerce. Déjà, Turgot s'était orienté dans ce sens. Il entend supprimer les traites des impôts indirects, réduire le volume de la taille, modifier les taux de la gabelle qui varient selon les provinces et les privilèges des unes ou des autres, remplacer les corvées par des prestations en argent, créer une banque nationale qui pourrait soutenir le crédit de l'État et éviter de passer par des créanciers dont la collaboration peut se révéler incertaine. Mais surtout, la grande nouveauté que Calonne veut introduire, c'est une subvention territoriale, c'est-à-dire un impôt qui porterait sur la propriété foncière et qui serait payé par tous. Cet impôt remplacerait le 20e, créé par le Machaut d'Arnouville en 1749, qui portait sur le 20e des revenus de toutes les catégories de la société. Mais ce 20e, au fil du temps, des systèmes d'exemption, d'abonnement, de rachat, avaient fait finalement que les plus fortunés avaient réussi à y échapper. Donc il fallait une fiscalité
fiscalité qui écarte les exemptions, une fiscalité reposant sur un principe d'égalité proportionnelle aux revenus et une fiscalité qui serait répartie par des assemblées provinciales réunissant tous les propriétaires, assemblées qui collaboreraient avec les intendants pour prélever ce fameux impôt, cette subvention territoriale. Hein. Alors, on peut s'attendre à une opposition des parlements qui ne vont pas manquer de refuser d'enregistrer les édits correspondant à cette réforme, et pour cette raison, eh bien, Calonne conseille au roi de réunir une assemblée des notables. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La première s'était réunie à la fin du XVe siècle, en 1470 à Tours, sous le règne de Louis XI. 10 autres assemblées des notables avaient été réunies au XVIe et au XVIIe siècle. La dernière l'avait été en 1626, à l'époque où Richelieu dirigeait les affaires du pays. Assemblées des notables dans lesquelles on réunissait des représentants de la haute noblesse, du haut clergé, des représentants de la magistrature, et qui étaient censés cautionner, approuver la politique décidée par le souverain. Alors Louis XVI, toujours prudent, reçoit donc cette proposition. Il va consulter certains de ses ministres les plus en vue, notamment Vergennes, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, et également le garde des Sceaux, le chancelier Miromesnil. Et les deux vont lui conseiller d'accepter cette proposition de Calonne. Ils sont d'accord. Donc, au cours du Conseil des dépêches qui se réunit le 29 décembre 1786, le roi annonce sa décision. On va constituer une liste justement de notables. Calonne les définit ainsi: des gens de poids, dignes de la confiance du public, affectionnés au service du roi, zélés pour le bien et éloignés de toute intrigue. Définition, on le voit, assez vague, mais c'est sur cette base que l'on va recruter les notables appelés à se réunir quelques semaines plus tard. 14 membres du clergé, 7 évêques et 7 archevêques, 36 gentilshommes, des ducs, les pairs, les maréchaux de France, 38 gens de robe, dont les premiers présidents des 13 parlements que compte alors le royaume, 12 députés représentant les pays d'État, ces pays disposant d'un certain nombre de libertés, d'autonomie, de privilèges, notamment sur le plan fiscal, par exemple la Bretagne, la Provence ou la Bourgogne, 25 représentants des corps de ville les plus importantes. Il faut ajouter les deux frères du roi, le comte de Provence, le comte d'Artois, les princes du sang, cousins du souverain, notamment le prince de Conti, le duc d'Orléans, le duc de Penthièvre, le prince de Condé et le duc de Bourbon. En tout, 144 membres pour composer cette assemblée des notables. Ce n'est pas un hasard, c'est le chiffre, c'est un chiffre équivalent à celui du nombre des conseillers du Parlement de Paris. Alors on ne sait pas trop quelles vont être les réactions des intéressés. C'est un petit peu aventuré de se lancer dans cette affaire parce qu'on va demander à ces gens des réformes de grande envergure qui risquent de mettre en cause un certain nombre de leurs privilèges, c'est le moins qu'on puisse dire. On avait prévu l'ouverture de l'Assemblée le 29 janvier, elle est reportée finalement le 22 février car Miromesnil et Vergennes étaient malades. Vergennes va d'ailleurs mourir le 13 février, avant l'ouverture de l'Assemblée. C'est important parce que c'était un fidèle soutien du roi et il aurait été précieux dans les débats qui vont agiter l'Assemblée en question. Louis XVI va se retrouver en grande partie isolé face à cette Assemblée des notables. Alors, elle va se réunir, cette assemblée, dans la grande salle de l'hôtel des Menus Plaisirs à Versailles, avenue de Paris, à quelques centaines de mètres du château. C'est le 22 février 1787 qu'a lieu l'ouverture des travaux. Le roi et son escorte vont quitter le château pour aller solennellement ouvrir cette assemblée des notables. Les délégués sont réunis autour du roi selon un
un ordre, une répartition tout à fait rigoureux. Louis XVI va commencer par un discours assez court, dans lequel il fait notamment référence à Henri IV, le fondateur en quelque sorte de la dynastie, de la branche de Bourbon. Hein. Il explique qu'il s'agit d'assurer les revenus de l'État, de répartir plus justement les impôts, les impositions, de libérer le commerce, et il invoque surtout, pour justifier tout cela, l'intérêt général qu'il s'agit de servir. Calonne prend ensuite la parole, fait état du déficit, de son ampleur, qui surprend un certain nombre de ses auditeurs, hein, parce qu'à l'époque on ne se préoccupe pas plus que ça du détail de la gestion des finances, hein, c'est l'affaire de l'appareil administratif du roi. Il pose le problème de l'impôt, bien sûr, et puis il commet une petite maladresse dans la mesure où il dénonce la gestion qui a été celle de Necker et qui a reposé surtout sur l'emprunt. Et ça, c'est maladroit parce qu'il y a dans l'auditoire un certain nombre de gens qui sont des amis de Necker, hein, qui avaient su constituer à la cour un réseau pour le soutenir assez important. Il a donc des partisans, celui qui a quitté les affaires en 1781. Alors l'Assemblée va se répartir en 7 bureaux, chacun présidé par l'un des princes du sang, hein, les 2 frères du roi et les 5 princes du sang que j'ai évoqués en amont. Et puis on va discuter à l'intérieur de ces bureaux ou de ces commissions. Clairement, la noblesse est plutôt favorable aux réformes. En revanche, le clergé, les représentants de la noblesse de robe et les députés des pays d'État sont à la pointe de l'opposition. Et dans l'opposition, on peut ranger également l'archevêque de Toulouse, Étienne Charles Loménie-de-Brienne, hein, qui est le président de l'Assemblée. Et Loménie-de-Brienne est très hostile à Calonne. Il est soutenu en sous-main par la reine, Marie-Antoinette, qui est hostile également au ministre. Ça fait beaucoup de monde, n'est-ce pas, contre les projets que l'on entend présenter. Et les tensions sont assez vives, au point que le 2 mars, il y a une conférence réunie chez le comte de Provence, avec les présidents du bureau et un certain nombre des membres des commissions. La subvention territoriale est mise en cause, seul le comte d'Artois semble disposé à l'accepter, hein, alors que le comte de Provence considère que ce projet est inconstitutionnel. Calonne, alors, voyant qu'il est isolé, décide d'en appeler au peuple. Il va publier en avril 87, le 2 avril, 14 mémoires qu'il va faire imprimer, intitulées chacun Avertissement, donc on dramatise un petit peu les choses, et on va diffuser ces 40 000 mémoires dans le public, à Paris, dans les grandes villes de province, en s'en prenant aux privilégiés. C'est un appel direct, en quelque sorte, à l'opinion publique, mais les notables, évidemment, sont furieux, considèrent cela comme un geste indigne de l'autorité royale. Le comte de Provence, qui est à la pointe de l'opposition, le futur Louis XVIII, je le rappelle, le comte de Provence ne veut pas rompre la chaîne invisible qui lie tous les citoyens à l'obéissance et contient le peuple par l'influence des grands. En plus, la reine est toujours à la manœuvre pour soutenir Loménie-de-Brienne, pour s'opposer au projet de Calonne. Alors le pauvre Louis XVI, qui se retrouve quelque peu isolé, confronté à de multiples pressions de ce genre, Louis XVI va accepter de se séparer de Calonne le 10 avril, et ce renvoi de Calonne signe en quelque sorte l'échec de l'Assemblée, où l'on commence à parler d'une éventuelle réunion des États généraux. Le 30 avril, Loménie-de-Brienne succède à Calonne, il devient chef du Conseil des finances, hein, et il s'efforce d'établir le bilan exact du déficit. Difficile à calculer d'ailleurs, vu ce qu'est la comptabilité publique de l'époque. Hein. On arrive en tout cas par rapport aux 112 millions de livres de Calonne à un chiffre entre 133 et 145 millions de livres. Alors évidemment, on s'exclame quant à cette situation au niveau de l'Assemblée, où les voix sont de plus en plus nombreuses pour demander une réunion des États généraux. Alors face à cette situation, Louis XVI
va décider que la 6e séance de réunion de cette Assemblée des notables sera la dernière. Hein. Elle aura lieu le 25 mai 1787, hein, toujours à l'hôtel des Menus Plaisirs. Lomenie veut rassurer les notables, hein, on va les remercier du travail accompli, on leur promet qu'on va tenir compte de leurs remarques, hein, et il précise surtout que le roi est bien éloigné de vouloir attenter aux privilèges des 2 premiers ordres. Le roi sait qu'il y a dans une monarchie des distinctions qu'il est important de conserver, que l'égalité absolue ne convient qu'aux États purement républicains ou purement despotiques, qu'une égale contribution ne suppose pas la confusion des rangs et des conditions, que les forces anciennes sont la sauvegarde de la Constitution. Donc on le voit, une sorte de profession de foi conservatrice qui abolit pratiquement tous les projets de réforme. Le bilan de l'Assemblée est désastreux, bien sûr, parce qu'aucune solution n'a été avancée, encore moins n'a reçu un début de mise en œuvre. Hein. Et puis ensuite, c'est que l'opinion a été alertée précisément sur l'ampleur du déficit et que cela va alimenter, bien sûr, la revendication d'une réunion des États généraux. D'autant que les parlements continuent à bloquer, ils refusent d'enregistrer les édits que présente Lomenie de Brienne. Alors finalement, Louis XVI, qui réunit un lit de justice pour imposer la volonté royale par rapport au Parlement en novembre 1787, hein, il s'agit de faire enregistrer des édits d'emprunt, encore des édits d'emprunt, eh bien Louis XVI, pour faire passer les choses, va annoncer la réunion des États généraux. Initialement, la date prévue est 1792, hein, donc ça laisse quand même une certaine marge de temps. Hein. Ils sont prévus pour une réunion dans 4 ans. Mais le 8 août 1788, les États généraux voient leur date avancée au 1er mai 1789. Donc Louis XVI a fini par céder pour réunir cette assemblée qui s'est réunie, faut-il le rappeler, pour la dernière fois en 1614. Donc ça fait déjà évidemment un certain temps. Alors dans la foulée de ces décisions, le 25 août, Necker revient aux premières loges, il remplace Lomenie de Brienne avec le soutien d'une bonne partie de la Cour. Le 25 septembre 1788, le Parlement approuve la perspective d'une réunion prochaine donc des États généraux. Mais pour préparer celle-ci, on va réunir une 2e assemblée des notables qui a été convoquée pour le 5 octobre 1788. Elle comprendra 147 membres, à peu près le même effectif que la précédente, dont 40 sont des nouveaux par rapport à celle de 1787. Cette assemblée, elle doit répondre à une 50aine de questions quant à l'organisation des États généraux. En effet, la pression de l'opinion se fait de plus en plus vive pour réclamer d'une part le doublement du nombre des députés du tiers-État, pour réclamer également la fin du vote par ordre qui faisait que les 2 ordres considérés comme les plus privilégiés, la noblesse et le clergé, l'emportaient fatalement, alors qu'ils ne représentaient effectivement qu'une petite minorité de la population du royaume. Cette 2e assemblée des notables va se séparer au mois de décembre 1788. Elle va retenir tout simplement la même formule qu'en 1614. On ne change rien donc par rapport à ce qu'avait été la réunion des États généraux plus d'un siècle auparavant. Alors cet immobilisme se comprend aussi. Hein, dans cette 2e assemblée des notables, il y a seulement 5 roturiers. Tout le reste des représentants, eh bien, ils appartiennent à la noblesse ou au clergé. En tout cas, la 13e et dernière assemblée des notables se sépare à ce moment-là, en décembre 1788. Mais le roi va tenir compte de la pression de l'opinion publique. Il va annoncer le 27 décembre le doublement du nombre des représentants du tiers, en maintenant toujours la séparation des 3 ordres pour l'organisation des travaux des États.
Ces États généraux vont s'ouvrir, on le sait, le 5 mai 1789. On sait ensuite quels sont les événements qui interviennent au cours des semaines suivantes. Le 17 juin, les ordres qui se réunissent pour se constituer en assemblée constituante. Le 20 juin, le serment du jeu de paume. Le 23 juin, l'échec de la séance royale. Et finalement, le 9 juillet, la proclamation de l'Assemblée nationale constituante. On est entré dans une ère nouvelle, mais dans une ère à haut risque, puisque quelques semaines plus tard, eh bien, la France sera entrée en révolution. Tout le monde aime et tout le monde a lu Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Mais aujourd'hui, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait de vrai dans Les Trois Mousquetaires qui ont bercé notre enfance et notre adolescence. Et comment tout cela a-t-il commencé? Alors, tout d'abord, c'est le problème des romans historiques. Est-ce qu'on a le droit de faire des romans historiques? Vous connaissez bien sûr la réponse de Dumas qui dit on peut violer l'histoire si on les fait des beaux enfants. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est Michelet, qui lui, évidemment, était quelqu'un de très sérieux. C'est pas vous, Philippe, qui allez me contredire. Et bien, Michelet, il adorait Alexandre Dumas. Et Alexandre Dumas était très fier de dire que ce que Michelet lui avait dit, il a dit: Michelet, l'homme que j'admire le plus au monde comme historien et même comme poète, m'a dit: vous avez appris au peuple plus que tous les historiens réunis. Et Dumas a ajouté: ce jour-là, j'ai tressailli de joie jusqu'au fond de mon âme. Apprendre l'histoire au peuple, c'est lui donner ses lettres de noblesse inattaquables et contre laquelle il n'y a pas de nuit du 4 août. Et Michelet disait de Dumas: vous êtes une force de la nature, vous êtes plus qu'un écrivain, vous êtes un inépuisable génie, un fleuve immense d'invention. C'est tout à fait ça. Et alors, mais comment l'idée des Trois Mousquetaires est venue à Dumas? Eh bien, en 1843, il est chez un de ses amis, Joseph Méry, à Marseille, et là, il trouve un livre dans la bibliothèque de son ami, qui est les Mémoires de D'Artagnan, écrit par un obscur mousquetaire qui s'appelle Gatien du Courtils de Sandras, qui n'a pas laissé énormément de souvenirs, si ce n'est que c'était un mousquetaire très batailleur, qui avait fait 6 ans de Bastille quand même. Il était turbulent, il s'était même réussi à se faire virer des mousquetaires. Il avait publié des pamphlets, enfin bon. Et 27 ans après la mort de D'Artagnan, il écrit les Mémoires de D'Artagnan, c'est-à-dire éminemment apocryphe, et avec plein d'inventions de lui-même. Et l'autre source, peut-être un peu plus intéressante, c'est La Rochefoucauld, qui est pourtant pas un rigolo, La Rochefoucauld, et qui en 1642 écrit ses mémoires, et là il colle vraiment à la période. Et c'est lui qui va parler de l'amour du duc de Buckingham pour la reine Anne d'Autriche et de l'histoire des ferrets de diamants qui ont bercé notre enfance, tout ça. Alors voilà, Dumas a cette matière-là, l'amour de Buckingham, les ferrets, D'Artagnan, le bouillant mousquetaire, et puis ses copains, bien sûr, Athos, Porthos et Aramis. Alors qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Déjà, on va se débarrasser des personnages fictifs. Alors par exemple, Madame Bonacieux, Constance Bonacieux, qui est belle, douce, gentille, qui est la suivante, elle n'a jamais existé. Son mari, qui est un infâme boutiquier avare, méchant, sournois, non plus. Rochefort, l'âme damnée de Richelieu, n'existe pas non plus. Et la flamboyante Milady de Winter, non plus. Quoique, il y a eu peut-être quelques espionnes qui pouvaient se rapprocher un peu, mais enfin, en tant que telles, non. Il n'existe pas non plus, bien sûr, les valets. Enfin, ces gens-là avaient peut-être des valets, mais ce n'était pas Planchet, Mousqueton, Grimaud et Bazin. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai? Eh bien, il y a déjà D'Artagnan, Charles de Basse de Castelmore, qui, par sa mère était de Montesquieu d'Artagnan, et il a préféré prendre ce nom d'Artagnan. C'était un cadet, donc il n'avait rien à espérer, soit rentrer dans les ordres, soit rentrer dans l'armée. Comme il a le sang chaud, il préfère évidemment
aller à Paris. Tout le monde se souvient de la première scène des Trois Mousquetaires. Ce sont son cheval jaune, minable, qui fait rigoler tout le monde. Et il a une lettre de recommandation pour Monsieur de Tréville. Ça, c'est un personnage qui existe. Et il rentre dans les cadets des gardes françaises. Puis il devient mousquetaire et c'est là qu'il rencontre les trois autres. Et à ce propos, c'est voulu que Dumas ait appelé son livre non pas D'Artagnan et ses amis, mais Les Trois Mousquetaires, sachant très bien qu'ils étaient 4, mais c'est devenu une marque de fabrique. Et effectivement, ils sont 4. Alors, ce Charles de Batz de Castelmore, on connaît relativement bien sa vie. Il était très proche de Mazarin. Il va même le suivre en exil 2 fois, ce qui va évidemment lui amener des bonnes faveurs de Mazarin. Une fois que les mousquetaires sont la compagnie des dissoutes, il devient capitaine, concierge de la volière du roi. C'est pas très excitant, mais c'est bien payé. Ça lui permet de s'acheter un bel hôtel rue du Bac. Ça ne va pas durer longtemps parce qu'il dépense beaucoup. Tellement qu'en 1659, il épouse une riche veuve, ça sert toujours les riches veuves, Anne-Charlotte de Chancely de Sainte-Croix, qui est une dame très bien, qui va lui donner 2 fils, et puis qui, au bout de 2-3 ans de mariage, en a assez de son bouillant d'Artagnan, qui évidemment saute sur tous les jupons qui passent et qui en plus n'est jamais là. Mais en 1660, c'est le mariage de Louis XIV. Et il va faire partie du voyage jusqu'à la frontière espagnole. C'est un grand moment dans sa vie. En 1661, comme il a la faveur de Louis XIV, tout jeune roi, c'est lui qui va arrêter Fouquet, et il va se montrer très très bien envers Fouquet. Même Madame de Sévigné dit qu'il a été vraiment parfait. Il a été un geôlier amical, disons-nous. Et puis, il est nommé de nouveau à un titre un peu bizarre, le capitaine des petits chiens du roi. Bon, là aussi, ça n'a qu'un temps, et redevient mousquetaire gris cette fois-ci, et en 1672, il sera gouverneur de Lille, ce qui est beaucoup plus intéressant, et c'est une année plus tard qu'il sera tué d'une balle de mousqueton dans les reins à Maastricht. Décidément, Maastricht, c'est un sale endroit, il ne faut pas y aller. Alors, dans les autres personnages, dans le livre, le plus intéressant, c'est Athos. Athos, qui a tout un passé, qui est quelqu'un d'assez sombre, qui est plus vieux que les autres, qui a au moins une trentaine d'années quand D'Artagnan en a 18. Alors, Athos, c'est Armand de Sélègue d'Athos d'Hautevieille, qui, dans la vraie vie, et là c'est un personnage strictement sans intérêt, c'est un mousquetaire, batailleur, la seule chose qu'on sait de lui, c'est qu'il a été tué le 21 décembre 1645 au Pré aux Clercs. On a prévoir qu'on voit pour monsieur Athos d'Hautevieille tué en duel au Pré aux Clercs. Il avait 30 ans. Dans le livre, c'est le comte de la Fère, il a tout se passé, il a été le mari de Milady, et il a un fils qui sera le vicomte de Bragelonne, car l'histoire continue. Donc Athos, bon, dans la vraie vie, c'est un peu décevant. Porthos, on n'en sait pas plus. Porthos, c'est le bon géant, sympa, il sera joué par Depardieu, par exemple, à l'écran. Il s'appelait Isaac de Porto, il est né en 1617. Après ça, on ne sait pas trop. Il a quitté les mousquetaires. Dans le livre, qui n'est pas d'ailleurs les Trois Mousquetaires, qui est le suivant, je crois, il meurt écrasé par des rochers à Belle-Île, parce qu'Aramis l'a entraîné là-bas pour une sombre histoire, pour le masque de fer, etc. Aramis, alors c'est le personnage le plus, pas dire antipathique, mais le plus, disons, souple. Il est homme d'église, en fait c'est un abbé laïque, c'est-à-dire qui touche les revenus d'abbaye. Il s'appelle Henri d'Aramitz, chevalier d'Herblay, et il comprend très vite que l'église est un moyen formidable de monter dans la hiérarchie sociale. Donc c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui est un peu trouble, qui est, dans le livre il paraît féminin, mais en même temps il trousse pas mal de jupons. Il va, dans la suite des romans, essayer de mettre au pouvoir le masque de fer. Enfin bon, voilà. Ça, c'était Henri d'Aramitz. Les autres personnages vrais, il y a Buckingham. Alors Buckingham, qui est plutôt sympathique dans le livre. Hein. Buckingham, il était né Georges Villiers, c'était une famille française. C'était le favori de Jacques Ier et de Charles Ier. C'est quelqu'un qui s'était bien enrichi, qui avait un peu raté toutes ses missions diplomatiques, y compris le mariage espagnol, hein, c'est ce que c'est Louis XIV qui a épousé Marie-Thérèse, mais bon, il réussit le mariage avec Henriette de France. Il serait tombé fou amoureux d'Anne d'Autriche, et
évidemment, il va être assassiné dans le livre, et en vrai aussi d'ailleurs, par John Fulton, un illuminé. C'est Milady qui a monté la tête de John Fulton. Il disparaît à 35 ans. Il n'avait pas que des amis, mais enfin, dans le livre, il est sympathique. Et puis, il y a la belle Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, mal mariée, évidemment, et très sujette à écouter le beau duc de Buckingham. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. En tout cas, c'est le livre qui a été le plus porté à l'écran depuis 1903 par Méliès jusqu'à nos jours. Hein. Et tous les grands noms du cinéma ont joué dans cette aventure picaresque. Alors Milady, c'était Lana Turner, Catherine Deneuve, Emmanuel Béard, Faye Dunaway, Rebecca de Mornay, Mylène de Mongeau, Ariel Dombal. Athos a été joué par Georges Descrières et Kiefer Sutherland. Porthos, Gérard Depardieu, bien sûr. Richelieu, on trouve Tchéky Carrillo, Charlton Heston, Martin Lamotte. Mazarin, c'est Philippe Noiret. Et puis, bien sûr, notre D'Artagnan. Eh bien, on a toutes sortes de gens sympathiques. Gene Kelly, Douglas Fairbanks, Max Linder, bien sûr, les trois mousquetaires. Florent Pagny, qui se retrouve là, pourquoi pas. Et Dominique Paturel. Et Julie Delpy a joué Constance Bonacieux. Ça n'a pas fini de nous faire rêver, les trois mousquetaires. Alors, relisez-le pour le plaisir. Alors, nous recevons aujourd'hui le colonel Jacques Hoggard, bonjour mon colonel, qui vient de rééditer son ouvrage intitulé « Les larmes de l'honneur », qui avait été publié une première fois en 2005 et qui traite de la question du Rwanda, puisque le colonel Hoggard, à l'époque officier de la Légion étrangère, était intervenu dans le cadre de l'opération turquoise, ce qui avait entraîné, on le sait, toutes les polémiques ultérieures qui ne sont pas encore éteintes aujourd'hui. Il est donc tout à fait utile de revenir sur ces événements tragiques, d'autant que c'est l'armée française qui se trouve attaquée depuis par une certaine presse nationale d'ailleurs complice des accusations lancées par le pouvoir rwandais. Alors, Jacques Hoggard, nous sommes en 1994. À l'époque, donc, comme je l'ai dit, vous êtes officier de la Légion étrangère et vous allez intervenir parmi les premiers dans ce petit État d'Afrique où se déroulent les événements que l'on sait. Je rappelle rapidement le cadre général. L'avion présidentiel a été abattu et du coup, voilà, en avril 94, et du coup, cela entraîne des massacres à grande échelle des populations Tutsi par la majorité de la population constituée de Hutus. Alors un événement évidemment qui va revêtir une importance considérable sur le plan international, qui va mobiliser l'opinion, mais qui est une situation qui est en fait beaucoup plus complexe qu'on ne l'a cru à l'époque. Mais en tout cas, à ce moment-là, en 1994, vous intervenez. Quelle est la mission de l'armée française et comment se réalise cette opération turquoise? Alors en avril 1994, on suit cet événement et moi je suis à Djibouti où je termine un séjour de 2 ans à ce moment-là, un séjour qui a été bien rempli au plan opérationnel, avec beaucoup d'interventions dans toute la région. Et on suit à ce moment-là cette affaire rwandaise avec attention, de manière très attentive, parce que c'est l'époque où les forces prépositionnées en Afrique sont immédiatement jetées, projetées, si vous voulez, dès qu'il y a une crise et qu'il y a intervention de l'armée française. Moi, je suis projeté fin juin, le 29 juin exactement, 94, après beaucoup d'hésitations de la communauté internationale, après que la France ait obtenu le déclenchement de ce qui va s'appeler l'opération turquoise, le 22 juin d'ailleurs par une résolution de l'ONU, la résolution 929, et qui limite d'ailleurs l'intervention de la France à 2 mois. Pourquoi 2 mois? Ça, c'est une vraie question. Il faudrait poser aux responsables de l'ONU de l'époque. Et cet événement
lance une opération très courte pour moi, mais qui a été extrêmement dense et qui me poursuit encore aujourd'hui, puisque le général président Kagame, aujourd'hui au pouvoir au Rwanda depuis 22 ans, à la faveur de ces événements dramatiques, vient encore de sortir une liste de 22 officiers français coupables de génocide à ses yeux, ce qui est assez amusant, assez comique, je dirais, quand on pense que, en ce qui me concerne, j'ai mis les pieds pour la première fois au Rwanda le 29 juin 1994, alors que l'essentiel du génocide était fini, et qu'on nous l'a assez reproché, alors qu'en fait les reproches sont adressés aux États-Unis d'Amérique, qui depuis le mois d'avril freinaient, interdisaient, bloquaient toute volonté de la France d'intervenir pour faire cesser ce génocide. Donc on voit effectivement que le manichéisme, la manière de pointer les méchants et les bons est un peu facile et un peu réductrice. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en fait dans cette affaire les mêmes forces qui seront plus tard au travail pour désintégrer la Yougoslavie, les mêmes forces qui seront au travail plus tard, bien plus tard, pour désintégrer les pays stables que sont l'Irak, la Syrie ou la Libye. Ce sont toujours les mêmes clans, et en particulier le clan Clinton, parce qu'il faut le dire, au moment où Hillary Clinton vient de connaître une défaite spectaculaire et heureuse, il faut le dire, parce que c'est heureuse pour nous, bien sûr, non mais heureuse pour nous, pour la paix du monde, pour la paix du monde en particulier, pour la grandeur des États-Unis d'Amérique, et puis on l'a échappé belle. Voilà. Et donc je pense que c'est important. Alors ce livre tombe un peu à pic, cette réédition très augmentée, parce qu'il a fallu reprendre beaucoup le texte, il s'était passé pas mal de choses depuis 11 ans, elle tombe à pic, je pense. Voilà. Et alors cette opération turquoise, comment se déroule-t-elle alors, de manière générale et puis à votre niveau? Alors l'opération turquoise va démarrer par un pont aérien très important, à base d'Antonov et d'Ilyushin, les États-Unis ayant refusé de prêter à la France ces gros porteurs stratégiques, et la France n'en ayant pas par ailleurs, il faut aussi le souligner. Oui, on attendait déjà à l'époque l'avion A400, j'imagine. Absolument, voilà. Donc on a à l'époque déjà nos Transal vieillissants. Oui, on a racheté quelques Hercules un peu rétrofités aux États-Unis. On a quelques petits Casa, ce que les Rwandais appelaient le petit Transal, parce que ça semble être un Transal en réduction, mais on n'a pas d'avion de transport stratégique, si vous voulez, à ce moment-là. Et donc pont aérien à partir de la France, à partir des différentes plateformes de départ en Afrique, Djibouti en particulier, où j'étais, et on va acheminer 2800 hommes sur ce théâtre, sur la base intermédiaire de Goma, au Zaïre, à la frontière du Rwanda, où s'installera le PC du général Lafourcade, le commandant de l'opération, commandant respecté de l'opération, je veux dire un chef de terrain sous les ordres duquel ça a été un vrai bonheur de servir, et nous déployons au fur et à mesure. Alors le COS, commandement des opérations spéciales, auquel j'appartiendrai plus tard dans ma carrière, ce sera mon champ du cygne au Kosovo 5 ans plus tard, le COS aux ordres du colonel Rosier, personnage charismatique, emblématique des troupes coloniales aéroportées, des forces spéciales qu'il a largement contribué à créer en France, et déjà au travail depuis pratiquement le 22 juin, date à laquelle la résolution 929 de l'ONU a été votée, et entreprendre d'établir une zone sécurisée dans le sud-ouest du Rwanda, la zone qu'on va appeler la zone humanitaire sûre. Et ensuite, les troupes conventionnelles, un groupement de troupes de marine au nord, aux ordres du colonel Sartre, un groupement Légion au sud, à mes ordres, vont se déployer, permettant au COS de se livrer à des missions d'investigation un peu plus profondes, de repérage et de stabilisation de zones tampons avec la poussée guerrière du FPR, le Front patriotique rwandais, l'armée Tutsi de Kagame, qui arrive d'Ouganda, en fait, qui vient de traverser le Rwanda, qui vient de prendre Kigali le 6 ou 7 juillet, et nous, notre travail va être de sécuriser cette zone, empêcher évidemment les derniers massacres de se poursuivre, sauver et reconstituer les familles Tutsi dispersées, cachées dans les campagnes, etc. En même temps, sécuriser la zone, inciter les populations Hutus ou Tutsis à rester sur place et à ne pas prendre le chemin de l'exode, qui était leur condamnation
à terme dans des conditions épouvantables. Ce qui se passera, mais de manière très limitée par rapport à ce qui aurait pu se passer. Donc quelques centaines de milliers de personnes partiront vers le Zaïre, où elles trouveront d'ailleurs une mort atroce dans les 2 ans qui suivront. 2 ans après, après, et voilà, 95, 96. Poursuivis par les armées de Kagame, bien sûr, qui se livrera un deuxième génocide qui est politiquement incorrect, dont il ne faut pas parler. C'est tabou. Il est tabou. On n'apparaît pas dans les nouvelles. On n'en parle pas. Il sort de l'histoire et c'est Pierre Messmer qui m'avait dit c'est très compliqué tout ça, mais je comprends votre indignation, mais il ne faut pas en parler. Monsieur le ministre, si telle est la loi, elle ne sera pas la mienne, parce que je considère qu'on n'a pas le droit de se taire sur ces questions-là. Voilà, donc c'est l'opération turquoise qui est très courte. On va s'investir totalement. Moi, je dois dire que j'ai une admiration sans borne pour mes légionnaires, qui ont fait un travail fantastique, dans des conditions extraordinaires d'investissement personnel. On a dormi très peu, on vivait comme on pouvait, on s'est aménagé des campements un peu rustiques, et on a fait notre travail comme l'armée française sait le faire traditionnellement, avec une générosité extraordinaire et un réel humanisme qu'il est insupportable aujourd'hui de voir attaqué par les responsables sanguinaires qui sont à la tête de ce pays aujourd'hui. Voilà. Oui, parce qu'il faut rappeler un certain nombre de choses concernant quand même ces événements. Bernard Lugrand, dans ses travaux sur le Rwanda, a mis en lumière beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. Ce que l'on sait maintenant, c'est que la destruction de l'appareil présidentiel qui a été à l'origine du génocide ou des massacres, ça a été le fait des forces du FPR. Bien entendu. Ça a été le fait des Tutsis. Dans ce genre d'affaires, il faut toujours poser la question à qui profite le crime. Donc cet attentat contre l'avion du président Habyarimana et de son homologue burundais, abattu le 6 avril alors qu'il se posait sur l'aéroport de Kigali, on sait très bien, il y a eu des études qui ont été faites, notamment par un Australien peu suspect de sympathie envers la France, Michael O'Regan, qui était magistrat au TPIR d'Arusha, a établi les preuves évidemment de l'implication directe de Paul Kagame et de son entourage dans cet attentat. Depuis, il y a eu l'enquête du juge Bruguière avec son rapport qui a été volontairement ridiculisé, dénié par en particulier Sarkozy pour des raisons politiques, et remplacé par un juge très vidique qui s'est contenté d'une enquête un peu bâclée. Et donc on vient de reprendre l'instruction de cette procédure, qui est très importante, puisqu'il y a quand même aussi des familles françaises qui sont concernées, notamment l'équipage de ce Falcon présidentiel, qui ont le droit de savoir. Bien entendu, toutes les preuves sont aujourd'hui réunies, et elles viennent en partie de l'entourage même de Kagame, de son ancien chef d'état-major, le général Faustin Nyamwaza, qui va être entendu par les juges français très prochainement, qui est en exil en Afrique du Sud. Qui a failli être assassiné. Qui a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Il a eu plus de chances que le colonel Karegeya, qui était le chef des services de Kagame, qui a été assassiné dans un hôtel de Johannesburg il y a maintenant 2 ans, étranglé dans sa chambre. Alors on voit tout ça en toile de fond, et je dois dire que j'ai évidemment, vous l'avez senti, aucune sympathie pour le régime de Paul Kagame, qui est un individu brillant, qui est un individu remarquable. Poigne de fer, c'est le dictateur africain évolué qui un espèce d'Atatürk de la région interlacustre. Oui, mais Atatürk a des côtés quand même intéressants et sympathiques. J'en vois pas beaucoup chez Paul Kagame, pour être tout à fait direct. Et ce qui est insupportable pour nous, c'est de voir des Français relayer cette haine de la France, cette haine de la patrie, cette haine de l'armée française. C'est insupportable de voir, y compris d'ailleurs un ou deux anciens militaires dévoyés, dont un de mes anciens subordonnés, qui s'en prennent à la France et à l'armée française sur cette question. Moi, quand il faut critiquer la politique de l'armée française, de la France, et critiquer l'emploi qui est fait de l'armée française,
je suis capable de le faire, je l'ai fait pour le Kosovo par exemple, mais je dois dire que dans cette affaire rwandaise, non pas que je dise que toute la politique menée par la France était parfaite et exemplaire, mais soupçonner la France d'une complicité de génocide, puisque c'est de ça dont il s'agit, et l'armée française d'en avoir été le bras armé dans cette affaire est vraiment tout à fait insupportable. Il s'agit d'un mensonge gigantesque, d'une désinformation gigantesque, orchestrée, il faut le dire, par le camp Clinton, parce que c'est la vérité de l'histoire. Et quelle est la raison de cette implication américaine dans ce sens? Oui, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Elle est stratégique et économique, je dirais, puisque le Rwanda en tant que tel est un petit pays, c'est la Suisse des Grands Lacs, pays montagneux, pays où le climat est fabuleux, pays où on regorge de richesses agricoles, thé, café, maïs, avocat, vous avez un pays fabuleux, avec baigné de grands lacs, en particulier le lac Kivu, qui le baigne à l'ouest, sur quelques dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres, mais n'a pas de richesse dans son sous-sol. En revanche, le Rwanda, comme son frère jumeau le Burundi, tangente les provinces du Zaïre, du Congo démocratique d'aujourd'hui, de M. Kabila, mis en place d'ailleurs par les Américains au départ, lui aussi, et qui regorge de richesses naturelles, le sous-sol de métaux rares. Les métaux rares, alors l'uranium aussi, mais jusqu'aux métaux les plus rares, comme le coltan par exemple, tellement utilisé dans l'industrie électronique aujourd'hui. Que ces provinces du Kivu et du Chaba vont être évidemment un objet d'attention et de convoitise très fort de la part des États-Unis, qui vont mettre la main dessus en fait. Et leur cheval de Troie pour le faire, il s'appelle Kagame, comme la première étape s'appelait Museveni en Ouganda. Ce sont les bras armés de cette politique qui est fondée directement sur la volonté de s'approprier les richesses colossales de l'Est zaïrois. Et il semble également que le régime Kagame ait des liens importants avec Israël. Alors c'est exact aussi. Ce sont en fait les liens des États-Unis avec Israël et les liens de Kagame avec Israël. On voit d'ailleurs qu'il y a une exploitation insidieuse dans l'instrumentalisation du génocide de 1994. Attention, qui a bien eu lieu, hein, je ne dis pas le contraire, mais ce génocide terrible de 1994, on oublie de le mettre dans son contexte. Qui a commencé au Rwanda, c'est effectivement les Hutus en 59-60 qui ont réglé la question des Tutsis qui régnaient sur le Rwanda depuis des siècles de manière atroce et abominable. C'est vrai, mais s'en sont suivis un certain nombre d'années de stabilisation de ce pays, péniblement, au gré de l'imposition des standards européens, de la démocratie, de la République, etc. Et en fait, en 1994, quand ces événements arrivent, ils arrivent parce que la France, en fait, a transmis à l'ONU la responsabilité de gérer la crise rwandaise fin 1993, et il n'y a plus aucun soldat français au Rwanda, à part quelques membres de la mission d'assistance militaire à ce moment-là. Et je pense que tout ça est lié, si vous voulez. En même temps, Kagame est en train de se former aux États-Unis, fait l'école de guerre américaine à Fort Leavenworth, le FPR monte en puissance avec le soutien de l'armée ougandaise, des conseillers israéliens sont au travail, des conseillers américains, des conseillers britanniques, des forces spéciales, forment cette armée parallèle, le FPR, qui va déferler sur le Rwanda à partir du lendemain, enfin du jour même d'ailleurs de l'attentat du président. Et qui était héritière de toute la tradition guerrière qui était propre aux Tutsis. Absolument. Les Tutsis sont des guerriers. Absolument. Et voilà. Alors entre-temps, il s'est quand même créé aussi une élite Hutu, une armée Hutu. Moi j'ai connu, j'en parle dans le livre, un général Hutu qui est le général Kabiligi, qui est un personnage réellement un héros rwandais, émérite, courageux, il l'a montré, intelligent, bon tacticien,
qui aujourd'hui a été blanchi par le tribunal d'Arusha en 2008, il y a quand même 8 ans, de toute accusation, mais à qui l'on interdit de rejoindre sa famille en France. Sa famille est maintenant française. Et les gouvernements successifs, M. Sarkozy et M. Kouchner sont ministres des Affaires étrangères, mais le gouvernement qui a suivi aussi, ont émis une espèce de fatwa à son encontre pour qu'il ne puisse pas rejoindre sa famille. Tout ça sont des choses qui me tiennent à cœur. Tout ça pour satisfaire les desiderata de Kigali. Tout ça pour satisfaire le raccommodage impossible avec Kagame et Kigali, pour des raisons qui sont probablement des raisons financières. On a eu un voyage même officiel de Sarkozy. Il y a eu un voyage de Sarkozy à Kigali où il n'a pas demandé pardon, mais quand même pas loin. C'est insupportable. Alors qu'au même moment, Sarkozy nous disait, à nous les militaires français, je vous défendrai, je vais lui mettre les poings sur les i, il va voir ce qu'il va voir, etc., etc. Nous avons été trompés dans cette affaire. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois non plus, mais on a un peu des raisons de lui en vouloir, c'est certain. Celui-là ne nous trompera plus, apparemment. Celui-là ne nous trompera plus et on ne le regrettera pas. C'est toujours ça d'assurer. Et alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir maintenant qu'est-ce qui va se passer Rwanda? Qu'est-ce qui va se passer L'avenir du Rwanda, alors je connais pas bien ce pays puisque je n'y ai passé que 2 mois, mais je me suis beaucoup intéressé évidemment à ce pays, puis j'ai bénéficié des rencontres et des discussions passionnées avec Bernard Lugan, que vous évoquiez tout à l'heure, cher Philippe. Et c'est vrai que là, j'ai appris par exemple avec tristesse la mort du dernier roi du Rwanda, de Kigali V, le dernier Mwami. Personnage que craignait énormément Kagame, d'ailleurs. C'est un oncle par alliance de Kagame. Kagame a toujours essayé de le faire revenir au Rwanda, mais l'autre ne voulait pas être l'otage de Kagame, sachant très bien quelle était la nature du régime totalitaire mis en place par Kagame. Et Kigali V vient de mourir. Et je pense qu'il aurait été l'homme de la réconciliation rwandaise. Il était l'homme qui pouvait rassembler Hutu et Tutsi dans la véritable nature de la monarchie rwandaise. Aujourd'hui, il est mort, il n'a pas de successeur, il pourrait en avoir un légitime d'ailleurs, car le système existe, mais c'était sa personnalité qui était en cause en fait dans cette affaire. Alors aujourd'hui, l'avenir du Rwanda, je ne le connais pas, mais il est sans Kagame. Je pense que tous les totalitarismes ont une durée de vie assez courte et finissent par disparaître. Je le souhaite pour le Rwanda parce que je me suis attaché à ce pays, je connais beaucoup de ressortissants rwandais, Hutu et Tutsi. Je suis même ami avec un des anciens collaborateurs de Kagame, Gérald Gahima, qui a été procureur de la République du Rwanda après la prise du pouvoir par Kagame. Et qui vit toujours là-bas? Et non, qui a fui la nature totalitaire du régime et qui est maintenant aux États-Unis, avec d'autres. Et je pratique toutes ces personnes, évidemment, qui sont d'authentiques patriotes rwandais, qui veulent la réconciliation de ce pays. Il faudra faire la réconciliation de ce pays sur la vérité. Parce que seule la vérité et la reconnaissance des torts partagés peut permettre à 2 communautés de se retrouver et de repartir vers leur avenir commun. Car leur avenir est commun. Il y a beaucoup de familles, d'ailleurs, mixtes. Hutu, Tutsi, Tutsi, Hutu. Donc, comment voulez-vous faire quand vous avez dans votre propre famille des assassins et des victimes? Il va bien falloir, à un moment donné, alors moi qui suis chrétien, je le dis avec force, que le caractère chrétien, peut-être un peu artificiel à un moment donné de ce pays, s'impose définitivement pour lancer une vraie réconciliation. En tout cas, il appartient aux pays responsables, amis du Rwanda, dont la France fait partie, je crois, vraiment amis du Rwanda et non de son président, ça peut arriver, joue un rôle dans l'avenir pour aider ce pays à se débarrasser de la clique au pouvoir et aller vers
un avenir meilleur. On voit bien que sur ce terrain, la France, elle est divisée parce qu'il y a des gens d'ailleurs d'horizons différents dans les deux camps. C'est vrai, absolument. Par exemple, je pensais par exemple au député des Landes, Emmanuelli, qui avait une vision tout à fait précise, lucide des événements, et qui avait pris la défense de l'armée française. C'est vrai. Le travail qu'a fait l'historien qui avait réalisé le dernier ouvrage sur Mitterrand, Pierre Péan, par exemple. Tout à fait. Bon, Pierre Péan, qui est un homme qui vient de gauche, eh bien, il a fait un travail d'enquête qui était assez accablant. Il a sorti un énorme ouvrage qui s'appelle Carnage, politique des grandes puissances en Afrique centrale, que je recommande parce qu'il est bourré d'informations et de détails. C'est un grand journaliste d'investigation. Un grand journaliste d'investigation, même si je n'ai pas toujours été d'accord sur tout avec lui, il le sait. Mais voilà, c'est devenu un ami d'ailleurs au travers de ces circonstances. C'est vrai. Alors moi je dirais, pour être un peu iconoclaste ou provocateur, qu'il y a des patriotes de droite ou de gauche, et de l'autre côté des atlantistes ou des globalistes ou des mondialistes de droite ou de gauche. Et c'est ça la vraie différence qui nous oppose les uns aujourd'hui aux autres. Mais donc pour moi il y a des patriotes et donc il y a des gens de l'autre côté qui fraternisent avec une puissance étrangère. Je rappelle qu'à une époque, pas si lointaine, c'était passible de la justice, et ça doit toujours l'être d'ailleurs d'après les textes, mais la volonté politique existe moins. Voilà. Et est-ce que l'on a une idée de ce que pensent les différents candidats au présidentiel de cette question rwandaise? Oui, alors je veux dire que là... il y en a un maintenant qui n'est plus dans la course. Il y en a un qui n'est plus dans la course et qui est à mon avis le plus mauvais de cette affaire. Clairement. Celui qui avait choisi le clan de l'atlantisme déclaré, etc. Alors il y a un personnage qui est ambigu, c'est Juppé, parce que Juppé est mis en cause par Kagame bêtement, parce qu'il devrait être l'allié de Kagame. Kagame n'a pas compris ça, mais ça prouve qu'il a encore quelques progrès intellectuels à faire. Et en réalité, je pense que les positions de M. Fillon sont beaucoup plus proches, évidemment, des nôtres. Bon, pour le reste, quant à la deuxième grande catégorie de candidats qui est incarnée aujourd'hui par Marine Le Pen, je pense qu'elle est complètement convaincue de la véracité de notre position. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Jacques Hoggard. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les larmes de l'honneur, aux éditions Hugo Doc. Achetez ce livre, vous apprendrez plein de choses, et puis rendez-vous la semaine prochaine.